Il est beau gosse, n'est-ce pas? Cet enfant de 3 ans ne pensait pas perdre un jour le contrôle au point d'avoir envie de mourir. Cet enfant de 3 ans, aux détails vestimentaires certes douteux et à la coiffure hasardeuse, c'est moi. Car oui, coupons court tout de suite au débat, j'étais blond, aux cheveux frisés et bien plus mignon qu'aujourd'hui. Rien ne me prédestinait durant mon enfance et mon adolescence à me tenir debout devant vous ce soir. La timidité et la gêne me caractérisaient. Je rougissais pour tout et pour rien. Tous les matins, je marchais d'un pas décidé pour aller vers l'école, le regard baissé droit vers le sol, comme si ma tête était trop lourde pour affronter l'horizon et les problèmes. Enfant, je n'avais pas de talent artistique particulier, ni sportif d'ailleurs, et à ce titre, j'étais souvent le dernier choisi pour les sports en équipe. Je survis à mon adolescence et en 2004, à l'issue d'un parcours scolaire particulièrement médiocre, j'obtiens brillamment mon baccalauréat littéraire avec une moyenne de 10,01 et la mention « Merci de quitter le système scolaire ». C'est pas grave, car passionné depuis ma plus tendre enfance par les films de guerre et les comédies de Louis de Funès, je décide de cumuler ces deux passions pour décider ce que sera mon futur métier. Je décide donc de m'engager dans l'armée de terre avec le physique de Louis de Funès. En 2004, n'ayant quasiment jamais skié de ma vie et ayant grandi dans une région où la neige tombe une fois tous les 10 ans, le Vaucluse, je fais le choix logique ou complètement stupide de m'engager dans les chasseurs alpins. Ces 5 années riches professionnellement et humainement m'ont permis de grandir, de devenir un homme et d'enfin lever les yeux pour regarder droit devant moi. Ces années passionnantes mais difficiles m'auront mis du plomb dans la tête et m'aideront à coup sûr à affronter les événements de la vie, aussi terribles seront-ils. Si je n'avais pas fait l'armée, je n'aurais pas repris mes études en école de commerce à l'issue. Mais même l'armée ne m'aiderait pas à affronter ce qui allait m'arriver les années suivantes. En 2018, après 13 années passées sur Grenoble, je demande ma mutation professionnelle sur Paris. J'ai à ce moment-là un master de marketing et un CDI en poche. Cette année restera comme l'une des plus terribles de ma vie. Les choses de la vie, les mauvaises rencontres, les déceptions m'entraîneront à totalement perdre le contrôle de ma vie. Je bois de l'alcool pour oublier. Je bois de l'alcool pour m'évader. Je bois de l'alcool pour mieux dormir. On me diagnostique un syndrome anxio-dépressif sévère. Le syndrome anxio-dépressif est un trouble psychiatrique qui associe à la fois les symptômes de l'anxiété et ceux de la dépression. L'alcool, les anxiolytiques et les antidépresseurs ne faisant pas bon ménage, je me délaisse de 7 kg sur la balance, flotte désormais dans mes vêtements et deviens sensible à la moindre rafale de vent. J'en viens à me poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Mourir ou tomber gravement malade? On peut dire que j'ai alors totalement perdu le contrôle de ma vie. Mais, après un an à morfler, je décide de me reprendre en main. Je prends mon sac et je pars en voyage seul pour la première fois. L'année suivante, j'enchaîne les voyages. Je pars au Cameroun, je m'envole vers le Cameroun pour donner des cours. Et je décide de commencer la pratique du CrossFit. Je sais, ça ne se voit pas. Désolé, ma propre blague me perturbe. Je vais mieux, je me suis repris en main et je pense avoir repris le contrôle. Mais la vie n'oublie jamais ce qu'on lui a demandé. Décembre 2021, je vis désormais dans le sud. Et lors d'un déplacement professionnel sur Paris, le côté gauche de mon corps se paralyse. Quelques secondes, pas plus. Le lendemain, ce même événement se reproduit. Je ne dis rien à mes collègues de travail. Je pense que c'est un début d'AVC ou un AIT. Je prends alors le train pour rentrer chez moi dans le sud et retrouver ma compagne de l'époque, rencontrée quelque temps auparavant sur un site de rencontre célèbre, et qui, hasard de la vie, neurologue.
Les planètes s'alignent, merci ce célèbre site de rencontre que je ne pourrais pas citer ce soir. Cette anecdote n'aurait eu aucun intérêt pour la suite de la conférence, évidemment, si elle avait été charcutière ou ostréicultrice. Inquiète par ce phénomène d'hémiparésie, elle me demande d'aller passer un IRM en urgence. C'est ce que je fais dès le lendemain. Habituellement, les résultats des examens sont disponibles sous 24 heures. Ce jour-là, le médecin demande à me voir, exceptionnellement à l'issue du rendez-vous. J'entends encore sa voix. Monsieur Laudini, on note sur votre IRM des anomalies de la substance blanche, ou plus couramment appelée inflammation du cerveau. On ne peut pas poser de diagnostic particulier à cette heure-ci et je vous invite à faire des examens complémentaires. Je creuse, je cherche à savoir, j'ai envie de savoir ce qui m'arrive. Et il me dit, au pire, ça pourrait être une sclérose en plaques. Je me fige alors de peur et je comprends que c'est grave. À l'issue du rendez-vous, je prends mon téléphone, j'appelle mon ex-compagne et je lui dis « On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, si je dois mourir, pars, c'est le moment ». Je n'ai pas eu le temps de passer les examens complémentaires. Le soir, chez moi, je suis pris de ce qu'on appelle de la dystonie. La dystonie est une manifestation physique qui entraîne des contractions involontaires et prolongées d'une ou plusieurs parties du corps, ce qui entraîne souvent une torsion ou une distorsion de cette partie du corps. Après 2 crises, je tombe chez moi, par terre, baissé de rideau. Le soir même, aux urgences, entre 2 crises, je demande à la neurologue de garde « Mais si c'est une sclérose en plaques, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler ?»« Oui, monsieur Laudini. »« Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport ?»« Évidemment, monsieur Laudini. »« Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ?»« Évidemment, monsieur Laudini. Avec la science aujourd'hui, on peut faire plein de choses. » Et je réponds alors 2 choses surprenantes. « Bah, c'est pas grave alors, on va continuer à avancer comme ça, si je peux avoir des enfants, faire du sport et continuer à travailler. » Et la deuxième réponse, ou la deuxième question est encore plus surprenante. Je lui ai dit, et est-ce que je vais pouvoir passer en caisse prioritaire au supermarché, autant que cette maladie me serve à quelque chose. Ma lourdeur légendaire revenait, c'était bon signe. Après quelques jours d'hospitalisation et une batterie d'examens les plus désagréables les uns que les autres, je rentre chez moi. Le 6 janvier 2022, le diagnostic tombe. Je suis atteint d'une sclérose en plaques récurrente rémitante. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Ça va entraîner des lésions qui vont provoquer des perturbations motrices, sensitives, cognitives et visuelles. Ces perturbations, à plus ou moins long terme, peuvent entraîner une paralysie ou peuvent entraîner un handicap sévère. C'est la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte en France. 130 000 personnes sont concernées. Et je fais partie désormais de ce club VIP. Mais que faire désormais après ce diagnostic ? Habituellement, les 5 étapes qui précèdent l'acceptation d'un diagnostic sont le choc initial, le déni, la révolte, la négociation et enfin la réflexion. Je n'ai pas souvenir d'être passé par ces 5 étapes. Évidemment, au début, c'est difficile. On se pose plein de questions, on met en place le traitement. Je vis ma première séparation post-sclérose en plaques. Pas à cause de la maladie, non, parce que je suis pénible au quotidien, uniquement pour ça. Et là, je me dis, comment finalement je vais pouvoir vaincre cette maladie, comment je vais pouvoir avancer. Je décide alors de communiquer et d'exulter mon diagnostic. Donc je vais sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai une sclérose en plaques, et oui, je vais me battre. Ça me permet alors de rencontrer du monde et d'échanger sur la maladie. Je croise alors la route d'une personne atteinte elle aussi d'une sclérose en plaques, qui fera germer en moi une idée fixe, un mantra qui est le sien et qui deviendra le mien par la force des choses. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ça restera très important et ça restera marquant pour la suite des événements pour les années suivantes. Le 3 avril 2022,
3 mois après mon diagnostic de sclérose en plaques, je décide de prendre le départ de mon premier marathon de Paris. La maladie ne m'ayant pas rendu plus logique ou plus intelligent, je décide de m'élancer sur cet événement sportif d'envergure, sans entraînement spécifique, juste en me basant sur mes acquis sportifs. 4h20 de pur bonheur, suivi de 4 jours de pure crampe. Guillaume, c'est la sclérose en plaques? Non, je ne suis pas juste entraîné, c'est tout. La machine est lancée. Comment faire de ce diagnostic une seconde chance? Comment mettre ma passion du sport au service des autres? Je décide alors de faire divers projets sur la sclérose en plaques pour mettre en lumière cette maladie peu connue qui atteint 130 000 personnes en France. Je décide de redonner espoir aux patients. J'essaye, en tout cas, à travers l'ensemble de mes actions. Je mets en place des vidéos sur le sport et la sclérose en plaques. Je fais des récoltes de fonds. Je communique à fond sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas devant vous ce soir pour dire que je suis un warrior ou un surhomme. Évidemment, la maladie a des effets négatifs sur mon quotidien, autant professionnels, médicaux que humains. Le matin, je me lève, j'ai le bras paralysé. Je suis obligé de taper dessus pour que ça revienne. De temps en temps, j'ai des spasmes dans la jambe. Mon équilibre est précaire, mon humour vacille. Mais je me bats au quotidien pour que cette épée de Damoclès qu'on appelle maladie dégénérative ne prenne pas le dessus sur ma vie et la contrôle. Je me bats pour que tous les démons du passé ne reviennent pas trop souvent et prennent le contrôle de ma vie. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je me bats au quotidien pour y arriver. Et surtout, je fais en sorte que cette expérience, ou cet enchaînement de mauvaises expériences, soit utile aux autres, vous soit utile. Car tout le monde ne connaît pas la maladie, mais tout le monde à un moment de sa vie perd le contrôle et a envie de le reprendre. Et je vous souhaite à toutes et tous de trouver le levier pour y arriver. En août 2024, je m'envolerai direction la Tanzanie pour gravir le Kilimandjaro situé à 5895 mètres d'altitude, dans une expédition médicalisée conduite par l'ultra-traileuse et infirmière Vanessa Marc Morales. Le nom de cette expédition est Heaven's Door, nom de la célèbre chanson de Bob Dylan, Les Portes du Paradis. Ce nom a toute une symbolique pour moi. Il y a quelques années, je voulais mourir et rejoindre les Portes du Paradis. Et là, je m'apprête à m'envoler pour l'Afrique, pour aller sur le plus haut sommet de l'Afrique et taper les Portes du Paradis d'une autre manière. N'attendez pas d'avoir peur de mourir pour avoir envie de vivre. N'attendez pas de perdre le contrôle de votre vie pour avoir envie d'en profiter. Riez, pleurez, profitez, vibrez, mais n'oubliez pas que vous n'avez qu'une vie. Car même s'il est difficile de garder le contrôle de sa vie, putain que la vie est belle. Merci.